Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc le brainstorming. Voilà, c'est des idées qui viennent comme ça. Bon, c'est une démarche de créativité, brainstorming, mais principalement le déconditionnement, mais avec des règles. Hein. Bon, il y a des règles. Je veux dire, je suis dans la communication. Je rappelle que je suis dans la communication orale saine. Hein. Je suis pas dans voilà de dire n'importe quoi à tout bout de champ, se libérer d'une. On va se libérer d'une voilà de la parole, mais pas à tout bout de champ. Il faut bien sûr dans une démarche de politesse, de respect. Parce que si c'est de l'irrespect, de l'impolitesse, ça peut ramener aux mains, ça peut en amener aux mains. Et donc ici, moi, je suis pas en communication orale. Je veux dire, je suis pas dans n'importe quoi dans la communication ici, dans n'importe quoi. Je suis dans une communication, je veux dire, orale saine, avec une certaine, voilà, politesse et respect. Donc, on peut redire beaucoup de choses, mais il faudra à un moment donné, quand on est à se mettre des filtres, et ne pas tout sortir, tout, vraiment tout, parce que entre le subconscient et l'inconscient, je m'excuse, le subconscient et le conscient. Donc les idées ne devront pas toutes être dites parce qu'il y aura bien sûr un filtre. Parce que le tout, c'est de ne pas faire prévaloir ou montrer, ou faut découvrir la nature, on va dire, la nature, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, névrotique des personnes. Hein. C'est pas de dire n'importe quoi et de sortir tout ce qui est du cerveau et qui peut choquer de par l'insulte, l'irrespect, l'impolitesse, etc., etc. Donc ici, il faut essayer d'éviter un maximum ceci, bien que il y aura un déconditionnement. Je vais parler de déconditionnement dans un petit instant, mais avant toute chose, je vais parler du brainstorming. Donc, ce qui va s'agir ici, c'est le déconditionnement, parce qu'on a été conditionné à beaucoup de choses. Je vais montrer à quoi on a été conditionné pendant un certain temps, enfin, durant le cours de sa vie. On est toujours conditionné, hein, je vous le dis tout de suite. Tout de suite. Voilà, on est dans un environnement et on est conditionné par cet environnement. Mais le tout, c'est de savoir un petit peu ce que c'est que le brainstorming. Il est basé sur la créativité. Or, j'ai parlé de la créativité. Voilà. Qu'est-ce que le brainstorming? C'est une situation fréquente. Vous cherchez des idées créatives qui jaillissent bien sûr de votre cerveau. Vous tentez de trouver une solution à un problème complexe ou vous réfléchissez au prochain gros projet pour votre équipe. Quoi qu'il en soit, vous ressentez le besoin d'être plus innovant et de proposer beaucoup d'idées brillantes. Bon, il n'y a pas que vous, hein. C'est un effet de groupe. C'est quelque chose, voilà, c'est des idées de groupe. C'est des idées individuelles dans un groupe. Voilà, donc on va avoir des idées individuelles dans un groupe. Quoi qu'il en soit, vous ressentez le besoin d'être plus innovant et de proposer beaucoup d'idées brillantes. Que faire? Eh bien, une session de brainstorming pourrait être la solution pour faire pleuvoir les idées créatives. Avant de réfléchir à la meilleure façon de brainstormer efficacement, il convient de prendre du recul et de définir précisément ce qu'est le brainstorming. Le petit Robert définit le brainstorming comme une technique de recherche d'idées originales. Dans une réunion, chacun émettant ses suggestions spontanées, c'est de la spontanéité, mais tout en restant, je veux dire, respectueux. Cela vous dit quelque chose? Bien qu'il soit possible de faire un brainstorming seul, cette technique est fréquemment utilisée dans les configurations de groupe pour partager librement des idées et avancer sur cette base. Brainstorming est aujourd'hui un procédé répandu dans le monde du travail. Vous en avez déjà probablement fait l'expérience vous-même, mais possède cependant quelques racines historiques. Ce concept fut inventé pour la première fois en 1948 par le directeur publicitaire Alex Osborne. Voilà, F. Osborne. J'en ai déjà parlé, voilà, dans la créativité, hein, dans la vidéo précédente. Dans son livre Your Creative Power, alors propriétaire de sa propre agence de publicité, Alex Osborne
rechercher la meilleure façon pour ses employés de trouver des idées, ce qu'il désignait par l'expression anglaise think up, imaginer. Il a pour ce faire établi plusieurs principes et caractéristiques du brainstorming que nous approfondirons plus en détail par la suite. Brainstorming s'est depuis développé et aujourd'hui une technique courante utilisée par les entreprises pour imaginer des solutions créatives à de nombreux problèmes. En quoi le brainstorming est-il important? Oui, attention que ce sont des idées créatives pour voilà, de nombreux problèmes, pour autant que les problèmes soient, je veux dire, résolvables par moyen financier si ça nécessite un moyen financier. Vous n'allez pas faire... voilà, on peut mettre plein d'idées, mais s'il y a des idées qui sont coûteuses et que l'entreprise n'a pas les moyens de se les payer, ben, elle ne le fera pas, je vous le dis tout de suite. D'autant plus que dans les entreprises, bon, ils doivent faire attention aux coûts. Il y a beaucoup d'entreprises qui font très attention aux moindres coûts. Et donc, ramener des idées coûteuses, c'est bon, je veux dire, c'est malvenu. Bon, mais c'est toujours des idées qui sont là. Bon, on pourra tirer d'un trait si elles ne sont pas intéressantes. En quoi le brainstorming est-il important? Si cette technique n'est pas parfaite, elle doit sa popularité dans le monde professionnel moderne à deux choses, son efficacité et les nombreux avantages qu'elle présente. Voici quelques-uns des nombreux avantages que peut présenter le brainstorming en équipe. Le brainstorming favorise une réflexion plus créative. C'est juste de la création, hein, bon, une réflexion plus créative. Voilà. Le premier avantage va de soi, le brainstorming exige qu'une personne ou une équipe réfléchisse de façon plus créative sans se fixer de limites. Mais attention, il y a quand même des règles. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a toujours les règles voilà, juridiques qui sont là, en présence. Si vous avez de l'impolitesse ou de l'irrespect vis-à-vis d'une personne ou quelque chose comme ça, en mettant vos idées en place, ça peut ramener, je veux dire, voilà, une dispute. Une dispute et vous ramener au tribunal. Donc il y a toujours des règles. Voilà, il y a des choses à ne pas dire. Voilà, et permet donc de trouver de meilleures idées. Par exemple, savez-vous que l'idée d'Amazon Echo serait née d'un brainstorming? Bon, le brainstorming s'effectuant souvent en groupe, il nous force donc je disais au-delà, le brainstorming s'effectuant souvent en groupe, il nous force à mettre de côté nos propres préjugés et à considérer, ouais, attention, préjugés, mais tout en restant, je veux dire, poli, respectueux et ne pas sortir n'importe quoi en comportement névrotique. Je vous le dis tout de suite. Voilà, parce que parfois, bon, les séances de brainstorming peuvent s'avérer, je veux dire, bon, un petit peu, ça fait rire beaucoup de gens, mais parfois ça peut terminer aussi aux mains. Parce qu'une réunion, je veux dire, certains racontent n'importe quoi, mais je veux dire, ne savent pas, je veux dire, voilà, de par leur aspect névrotique, ils racontent n'importe quoi, ils peuvent ramener, je veux dire, non pas des idées, mais de la confrontation. Voilà, au-delà de cela, les exercices de brainstorming productifs nous mettent non seulement au défi de considérer d'autres idées, mais également d'avancer sur ces bases, ce qui permet d'obtenir un meilleur résultat final. Le brainstorming permet un meilleur travail d'équipe et une plus grande cohésion de groupe. Cette collaboration ne permet pas seulement de trouver de meilleures idées, elle peut renforcer le travail d'équipe. De nombreuses études dans ce domaine le confirment. Les groupes qui se concentrent à la fois sur le nombre d'idées et sur les idées des autres renforcent considérablement leur cohésion, indique David Henningsen, professeur et chercheur à la Northern Illinois University, qui a co-dirigé une étude sur le brainstorming. Le brainstorming peut être utilisé pour permettre à une équipe d'adhérer à un plan d'action ou de l'implémenter, ou simplement pour renforcer la cohésion, permettant ainsi de réduire la rotation du personnel et de renforcer l'engagement des employés. Alors je vous rappelle que dans brainstorming, ce sont des personnalités qui vont, des personnes qui vont voilà, faire partie d'une réunion avec, ils ont toujours leur psy. Voilà, chaque personne a son psy. Elle arrive avec son psy. Le brainstorming permet à chacun de s'exprimer. Brainstorming, définition, règles de base et technique. Lorsqu'il est fait correctement, le brainstorming présente de nombreux avantages. Quand il est fait correctement, il est bien dit. Voilà. La question est donc la suivante. Comment faire une session brainstorming réussie
suppose une certaine stratégie. Voici les informations dont vous avez besoin pour permettre à votre équipe de trouver les meilleures idées. Règles de base de brainstorming, technique de brainstorming. Votre session de brainstorming est programmée et organisée. Et maintenant, les membres de votre équipe se regardent en chien de faïence. Comment lancer la conversation? Voici quelques-unes des nombreuses stratégies que les équipes peuvent utiliser pour se lancer et rendre leurs discussions de brainstorming beaucoup plus productives. Brainwriting, cette technique aide les membres de l'équipe à partager leurs idées en les écrivant chacun de leur côté, plutôt qu'en les criant tous ensemble. Voilà, surtout qu'il y en a qui crient fort, il y en a qui ça va déranger d'autres personnes, et là on commence à rentrer déjà dans un jeu où certains vont pas supporter d'autres. Voilà. Elle est particulièrement utile si vous savez que votre équipe comprend quelques introvertis. Ouais. Bon, il y a les introvertis, il y a des gens qui sont extravertis, mais les extravertis, il y a des gens qui vont crier fort, et ça ne va pas aider. Donc il vaut mieux les écrire, les idées, que commencer à, je veux dire, commencer à crier à tout et qu'il y en a, bon, ils vont pas supporter les cris de certaines personnes. D'ailleurs, il y a déjà, comme je dis, c'est des personnes qui sont là, donc des psys, il y en a qui vont déjà pas sentir d'autres personnes déjà à la base, et quand ils vont se mettre à émettre des idées, il y en a qui vont commencer. Il va y avoir des jalousies qui peuvent faire intervenir. Il y a des gens qui vont se dire, lui, il parle de trop. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, lui, il raconte rien du tout. Il est toujours taiseux. Il y a toujours des conflits qui vont s'apparaître de par les différences. La différence, donc, on va avoir des conflits voilà, qui vont provenir de la différence des personnes. Voilà. Comment commencer par une anecdote embarrassante? Entamer la conversation par une anecdote potentiellement embarrassante plonge immédiatement tout le monde dans un état d'esprit de vulnérabilité et d'ouverture, ce qui prédispose davantage au partage des idées. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai parce que chacun son psy, il y en a ils sont neutres. Il y en a ils seront pas embarrassés. Vous allez raconter l'histoire la plus embarrassante, il y en a ils s'en foutent. Je vous le dis la vérité, il y en a qui vont être voilà positifs, il y en a qui vont être négatifs, il y en a qui vont être neutres. Bon, je vous dis c'est une histoire de psy, ici dans le groupe. Voilà, laissez les idées mariner. Même si vous êtes très motivé, il est préférable d'attendre un peu avant de mettre en œuvre ces idées. Des recherches révèlent que même une brève pause peut vous donner le temps de renforcer encore davantage cette suggestion. Bon, s'il n'y en a qu'un seul qui sorte des idées, ben, je veux dire, il va être jalousé par le groupe. Donc, je veux dire, il ferait mieux de se taire un petit peu parce que je veux dire, parfois, il y a des jalousies qui se font dans des groupes. Ça, c'est d'office, de facto. Et donc, il y en a qui n'aiment pas que certaines personnes émettent trop d'idées, et je veux dire, qui font trop jaillir d'idées. Voilà, ils vont se sentir déjà dans la réunion euh, 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 un peu plus bêtes que d'autres. Et donc, au niveau du milieu professionnel, quand ils vont retourner au travail, travailler, il y aura peut-être des complexes qui vont se faire par rapport à cette personne, par rapport à la réunion. Donc, on va se dire, ouais, ou on va la voir autrement. Donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, certains vont avoir peut-être peur pour leur poste de travail, etc., etc. Voilà, on va se dire ça comme ça. Vous se dire, moi, j'ai pas participé beaucoup à la réunion de brainstorming, donc ça veut dire que moi, j'ai moins d'idées. Donc, voilà, il y en a qui vont avoir un complexe d'infériorité, ils vont commencer à avoir peur pour leur place, etc. Il y a toutes sortes de psys dans la réunion qui vont voilà, être envisagées. Figuring, storming. Cette stratégie consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour réfléchir à la façon dont cette personne gérerait la situation. Elle peut être efficace parce qu'elle nous oblige à prendre du recul par rapport à nos propres préjugés et perceptions. Voilà. Faites appel à votre créativité. Le brainstorming peut être un outil puissant, mais il implique plus que rassembler les membres de votre équipe dans une pièce et leur demander de partager leur avis. Vous devez comprendre les bases pour définir votre stratégie. Par conséquent, la prochaine fois que vous essayez de trouver comment réfléchir à des idées et métiers, commencez par revenir à cette vue d'ensemble. Cela vous aidera à jeter les bases d'une session de brainstorming efficace et vous mettra sur la bonne voie pour recueillir les meilleures idées de votre équipe. Bon, avant toute chose, bon, je veux dire, il faut de la créativité. Bon, et tout le monde en a parce que la plupart des personnes ont été à l'école et donc l'école apprend à apprendre, apprend à penser, apprend à réfléchir, apprend à beaucoup de choses et permet de mettre en œuvre voilà, cette création que vous avez en vous et bon et qui peut voilà s'améliorer au fur des années. La créativité peut s'améliorer au fur des années et donc on peut être plus créatif à un certain âge qu'à un autre âge. Bon. Ceci étant dit, on sait bien très bien que le brainstorming va se baser sur de la créativité.
d'office, parce qu'on va demander des idées. Les idées vont jaillir des têtes des gens. Voilà, encore une fois, euh, tout va se baser, la démarche de brainstorming, qui est facile à comprendre, on va dire, c'est pas la seule. Créer, c'est aussi c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de terminologie créée. C'est aussi, on va dire, combiner, on va dire, c'est aussi construire, bien sûr, construire des assemblages, hein. Des modèles d'assemblage, des techniques, des techniques, des méthodes, etc., etc., à mettre en place, etc., des assemblages, bien sûr, dits originaux, parce que le but de la manœuvre, c'est de voir des nouvelles choses, qui ressortent du cadre de l'habituel, c'est-à-dire des idées originelles, originaux, ouais, des idées originaux, voilà. Euh, alors, c'est intéressant aussi dans la démarche, puisque c'est une démarche, on va dire, de type analogique qui tire parti des ressemblances, des rapports entre plusieurs choses. Euh, alors, il y a certaines techniques telles que le rêve éveillé, dirigé. Le rêve éveillé, dirigé. Voilà, c'est une technique, voilà, qui peut aider. C'est le rêve éveillé, dirigé, qui permet d'exploiter le domaine de l'inconscient et du subconscient. C'est le rêve, voilà, le rêve, c'est une technique, hein, voilà, le rêve éveillé, dirigé. Voilà. Bon, par cette entremise-là, on peut sortir des idées, des pensées de la personne, voilà, bien sûr, de façon dirigée. De façon dirigée. Alors, ce que je veux voir ici, c'est, pour le brainstorming, c'est le déconditionnement. Pour dire toutes ces idées. Mais maintenant, encore une fois, je vous dis tout de suite, il faut faire attention aussi, hein, parce qu'il y a des conditionnements et des conditionnements. Hein. Le tout, c'est de rester dans la politesse et dans le respect. Parce que si c'est pour voilà, faire du n'importe quoi, bon, c'est pas la peine de participer, je veux dire, à du brainstorming. Hein. Si chaque fois il arrive, il fait une bagarre pour une question de jalousie ou autre, je veux dire, au niveau de la réunion de brainstorming, ben, je veux dire, c'est le type là, après une ou deux bagarres, je veux dire, après une ou deux disputes, on va se dire, bon, ça commence à bien faire, bon, tu viens plus aux réunions, parce que je veux dire, voilà, tu mets le groupe pas mal. Et tu es, on va dire, ciblé comme étant, je veux dire, la principale, je veux dire, personne responsable qui met à mal la réunion par tes disputes. Donc tu ne feras plus partie de ces disputes. Donc voilà. Donc on ne dit pas tout et n'importe quoi. Entre le subconscient et l'inconscient, on essaie de mettre des filtres. Bien que il fasse, je veux dire, le tout c'est pas de sortir toutes ces obsessions, ces névroses, etc. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors, le, pour le déconditionnement, tout d'abord, on a eu ce qu'on appelle un conditionnement affectif. C'est-à-dire que, bon, ça c'est le premier conditionnement qu'on a eu, c'est-à-dire que on a fait partie, c'est les parents, voire les tuteurs, voire, voire des personnes qui se sont occupées, voilà, des personnes sans parents, voilà, on va dire ça des tuteurs, voilà. Euh, donc ce sont les parents, les tuteurs, la famille qui ont soumis ce point de vue d'affect, je veux dire, dès notre enfance. Donc il y a eu de l'affect. Il y a eu un conditionnement affectif de la part voilà, de l'entourage familial. Et ça, attention que c'est fort important, c'est dès l'enfance. Hein. Parce que à l'enfance, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Voilà. Hein, dès l'enfance. Alors ça, c'est le premier conditionnement, c'est un conditionnement affectif. Il y en a d'autres. Ensuite, on grandit. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'école, déjà d'abord à la maternelle. On essaie de sociabiliser au niveau de la maternelle, puis après au niveau des primaires, puis de secondaire, etc. Puis après au niveau, voilà, de l'aspect, je veux dire, des adultes, c'est-à-dire du monde de la vie sociale. C'est-à-dire, vous allez au magasin, vous avez une certaine façon de vous comporter au niveau, quand vous allez au magasin, quand vous allez au travail,
etc. Quoique, bon, le travail c'est encore autre chose, on va dire ça comme ça. Euh, alors, les conditionnements sociaux peut être voilà, apparents par, on va dire, voilà, euh, on va dire, on va dire les habitudes, des habitudes vestimentaires. Vous habillez comme ça parce que, voilà, au niveau social, on vous a vu une certaine façon de vous habiller d'une manière sociale comme certaines personnes. Voilà, il y a des signes extérieurs qui vont apparaître. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui est de type social. Il y a des là. euh, alors, signe extérieur, c'est par exemple de la respectabilité. Hein, voilà, respectabilité, voilà, etc., etc. Il y a tout des points de vue de signes extérieurs qui peuvent transparaître, voilà, et qui proviennent d'un conditionnement social. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait mettre qui proviennent d'un conditionnement social. Il y a le conditionnement, bien sûr, effectivement, éducatif, et qui pèse lourd, celui-là. Voilà, lui, il a un passif important, parce qu'on passe d'innombrables heures, on a passé d'innombrables heures voilà, dans les écoles. Donc là, à ce moment, on a beaucoup voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, qui est l'éducatif, qui est aussi social, hein. Mais social relatif à l'éducation, parce que l'éducation, on vous apprend pas tout, on vous dit pas toutes les vérités de la vie qui va se, voilà, on vous dit que à l'école, on vous dit que tout doit se présenter correctement, tout se présente, on a une vue de la vie qui est, on va dire, quoique parfois il y a des bagarres dans les cours de récréation, etc., etc. Voilà. Mais en général, le conditionnement éducatif, il vous dit comment se comporter, il faut se comporter correctement, etc. Mais quand on sort du milieu éducatif et qu'on voit le monde de la vraie vie, ben, la vraie vie n'est pas celle qu'on a appris à l'école, hein. On vous dit de pas voler, etc., etc. À l'école, il faut respecter les gens, mais quand vous sortez de l'école, vous voyez que c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de voleurs, à tous les sens du terme, un col blanc, comme je veux dire, il y a toutes sortes. Voilà, parce que bon, il y a beaucoup les codes blancs, et dans les codes blancs, il y a aussi beaucoup de voleurs, hein. Voilà, détournement de fonds, etc., etc. Bon, etc. Donc ici, ce qui se passe, c'est que on vous apprend certaines choses et qu'au bout du compte, c'est tout le contraire de la vie réelle. La vie réelle, vous voyez des guerres, vous voyez la misère, vous voyez voilà, vous voyez tout n'importe quoi, tout le contraire de ce que vous avez dans le milieu éducatif. Donc, milieu éducatif, euh, c'est à l'école. On vous apprend, on vous dit ça on peut pas faire, ça on peut pas faire, si vous faites ça vous avez une punition, etc. Et donc, heureusement que qu'est-ce qu'on peut voir à un moment donné? Mais il y a des gestes oubliés depuis longtemps qui réapparaissent dans certaines situations. Et donc ça provient du conditionnement éducatif. Mais certains gestes redescendent, voilà, de ce que vous avez appris à l'école. Gestes appris qui ressort, qui rejaillit à un moment donné voilà, à tout âge, qui peut rejaillir. Pourquoi? Parce que on vous a appris comme ça à l'école, ben c'est des gestes, voilà, qui rejaillissent de votre éducation. Alors, l'éducation est l'éducation scolaire et l'éducation familiale. Mais l'éducation familiale, bon, ici je le mettrai en point de vue affectif, éducatif, affectif. Enfin, c'est vrai que c'est différent, mais ici je mettrais conditionnement éducatif, familial. Alors, social, ça peut être aussi vos amis à l'extérieur, etc. En dehors de l'école, en dehors de votre famille, vous comportez d'une certaine façon. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais il peut y avoir un conditionnement éducatif familial. Donc ça veut dire qu'il y a les règles de base qui se passent, je veux dire, au sein de la famille. Vous devez respecter ces règles de base. Voilà. Il y a les règles familiales, il y a les règles à l'école. Alors ça, c'est l'éducatif au niveau social, c'est-à-dire à l'école. Ou dans un centre de formation, ou peu importe, dans un centre d'éducation. Voilà, ici, c'est plutôt éducatif, social. Bon, il y a tout ce qui est éducatif, hein, c'est ça que je veux dire. Il y a le mot éducatif. L'éducation,
L'éducation vous permet de, d'avoir- de, de- de disposer de certains bagages, voilà, euh, psycho, psycho, psycho-affectifs. Psycho-affectifs. Vous avez un bagage psycho-affectif. Bon, je peux me comporter comme ça, je peux pas me comporter comme ça parce que à l'école j'ai appris que on pouvait pas se comporter comme ça. Alors, idem pour la famille, je peux me comporter comme ça, mais pas comme ça en famille parce qu'on m'a appris qu'en famille on peut pas se comporter comme ça. Il y a le conditionnement social, voilà. euh, euh, j'ai côtoyé des groupes sociaux, et bon, je me comporte tel que les groupes sociaux m'ont inculqué, je me comporte comme ça. Et puis il y a le comportement affectif, généralement c'est l'entourage. L'entourage, mais c'est aussi, ça peut être aussi la famille. Alors il y a un conditionnement bien sûr intellectuel, il n'est pas éducatif, il peut avoir un conditionnement intellectuel. Alors le conditionnement intellectuel, il peut être formalisé par soi-même, dans des bouquins, par soi-même, par la lecture ou par l'école. Encore une fois, là, à ce moment-là, le conditionnement intellectuel ici, ben, face à un problème, on va dire une personne sur 10 propose des idées, voilà, de solutions avant de chercher à comprendre les éléments du problème. Donc c'est ça, une personne sur 10 qui propose des idées de solutions avant de comprendre les éléments du problème. Bon, ça va pas comme ça. Je veux dire, voilà, le conditionnement intellectuel, il est fait comme on nous l'a appris. Ou comme je veux dire, on saute, on s'en est auto-appris, parce qu'on peut faire beaucoup de, comment on appelle ça, peut-être autodidacte. On attend autodidacte, bon, on pense que c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais en fait, bon, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça qu'il faudrait interpréter les choses. Donc il y a des conditionnements, ouais, aussi il y a des conditionnements de beaucoup de choses. Hein. Ouais, maintenant on peut se dire qu'il y a le conditionnement d'Internet. Voilà, il y a différents types de conditionnement. Internet nous apprend des choses, comment on peut, voilà, et beaucoup de gens sont conditionnés par l'Internet. Ce qu'on appelle, voilà, les réseaux sociaux, etc. Par l'Internet, par la vue de, voilà, de, d'influenceurs qui vont influencer certains conditionnements de certaines personnes. Donc ils font du conditionnement sur Internet. Alors on peut avoir les TV, les radios, et ainsi de suite, tout ce qu'il faut, voilà, système de transmission de l'information peut sont basés sur justement l'expression orale et donc permettent un conditionnement. C'est-à-dire que tout arrive dans le cerveau. Tout arrive dans le cerveau par l'entremise d'un support qui est voilà, la télévision, l'internet, la radio, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, si c'est une mauvaise information, telle que la propagande, notamment la propagande de guerre qui vous propage toutes sortes d'idées saugrenues, je veux dire malvenues, et voilà, parce qu'une guerre c'est déjà mauvais à la base en soi. Il n'y a pas de bonne guerre. La guerre est d'office dès le départ mauvaise parce que ça va induire voilà, des misères, des pauvretés, et, voilà, des tueries, et voilà, des gens qui vont perdre leur famille, etc. Et des blessés, des morts, avec toutes des atrocités. Donc aucune guerre n'est mauvaise. Donc propager une guerre est toujours, je veux dire, néfaste parce qu'on ne propage pas, je veux dire, des idées qui sont basées sur des conflits, voire des guerres. Une guerre ne doit pas exister. En 2025, une guerre ne doit pas exister. La Terre est suffisamment grande pour que tout le monde puisse vivre correctement, mais je veux dire, il y a toujours du nationalisme, voilà, des arrière-pensées, des non-dits, voilà, il y a toujours voilà, des groupes je veux dire, qui décident d'être toujours des groupes ethniques qui veulent, je veux dire, voilà, ne pas vivre avec d'autres communautés. Il y a toujours voilà, des disparités, des différences qui font qu'il y a des gens qui ne veulent pas vivre ensemble alors que ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, la vie, c'est tout pour tout le monde, mais certains veulent garder, je veux dire, une certaine voilà, ethnie de groupe euh, pour avoir une certaine pureté. C'est ce qu'on appelle le nationalisme. On va dire ça comme ça. Bon, ben, les guerres existent, mais et certaines TV, radios propagent ce nationalisme. Voilà, ces guerres, etc. Et donc ça devient du conditionnement aussi de type politique, de type de tout. Voilà, nationalisme
enfin, c'est un conditionnement de type politique, de type télévisuel, de type, le support étant la TV, le câble, la radio, l'internet, etc. Donc là, le conditionnement, il est de différents ordres, hein. Et alors on pourrait ajouter d'autres conditionnements. Le conditionnement, il n'est pas que de ces ordres-là. On pourrait instituer toute une panoplie de conditionnements pour lesquels, je veux dire, euh, un individu sera forgé par ces conditionnements-là. Donc imaginez-vous le nombre, alors, le nombre de conditionnements. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Voilà, voilà, ça c'est l'individu. Et imaginez-vous, ici, il est conditionné par ceci, donc son esprit, il va avoir certains mécanismes qui vont jaillir de ce conditionnement affectif, certains mécanismes qui vont jaillir. Alors ici, bien sûr, social, c'est aussi, on peut avoir des conditionnements euh, culturels, c'est-à-dire par rapport à la religion, culturelle, des conditionnements culturels. Voilà, si vous êtes fait partie voilà, d'une association culturelle, bon, vous êtes beaucoup, voilà, euh, euh, vous allez avoir beaucoup des idées qui vont venir de l'aspect culturel et alors politique. Voilà. C'est quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, ben, il est beaucoup conditionné par les idées politiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il intègre peut-être un parti politique, c'est parce que bon, il est conditionné par des idées qui lui sied, qui lui sied, donc il adhère à des idées politiques. Et donc, s'il adhère, donc il sera à un moment donné, il va faire des lectures voir des vidéos, faire des lectures sur les idées politiques d'un parti politique, il va adhérer à ce parti politique parce qu'il a été conditionné au niveau voilà, politique. Donc on peut avoir un conditionnement éducatif et social, un conditionnement, je veux dire, intellectuel, un conditionnement, je veux dire, culturel, un conditionnement, on va dire, culturel, un conditionnement politique, et ainsi de suite. Le conditionnement peut être de plusieurs ordres, hein. Voilà. Euh, il peut être on pourrait rajouter d'innombrables conditionnements, hein. Donc les conditionnements sont divers et variés. Alors on peut avoir un conditionnement de genre, masculin, féminin, etc. euh, et ainsi de suite. Les conditionnements, on peut... Voilà. Donc ça veut dire que le système on va dire, de raisonnement ou des idées qui peuvent jaillir de l'esprit de la personne, c'est-à-dire des associations qui se passent à l'intérieur de la personne. Les premières associations, ben, c'est par rapport à ces différents conditionnements, hein. Voilà, et donc lui, il aura une réponse adaptée par rapport à une idée, par rapport à un problème qu'il va rencontrer, par rapport à son affectif, à son émotionnel, mais relié voilà, peut-être à des choses de l'enfance. Voilà, voilà, il va avoir des émotions liées à des choses de l'enfance, par rapport à son milieu social, par rapport à son milieu éducatif là, social, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il a appris à l'école, par rapport à ce qu'il sait, voilà, ce qu'il a lu dans certains bouquins, ou ce qu'il a appris dans certains bouquins, par rapport à son niveau culturel ou culturel. Voilà, donc les réponses, il va aller les rechercher beaucoup plus par rapport à son conditionnement. À son conditionnement. Donc c'est-à-dire que faire un brainstorming, ben, on est d'accord que c'est de la créativité, il faut créer, d'accord. Mais créer, c'est se libérer, on va dire, de tous ces cocons. Voilà. C'est-à-dire redevenir, ouais, je veux dire, comme si on n'avait pas fait tout ça. C'est se libérer de tout ça, de tous ces conditionnements. C'est-à-dire revenir à un moment donné où il y a du vide. À partir du vide, on va créer des pensées à partir du vide. Donc, faire fi de tous ces, je veux dire, ceci. La seule manière de faire, c'est de se revenir à un moment où on est dans l'enfance, quoique même dans l'enfance, on a, je veux dire, un conditionnement affectif. Donc, on va se baser toujours, on va toujours se baser sur quelque chose, hein. Voilà, on est toujours. Donc, se faire jaillir des idées, on va dire, de,
de l'esprit, c'est soit intellectuelle, cognitive, émotive ou peu importe. Mais en tout cas, ça va jaillir de quelque part. Et il y aura des. Voilà. C'est par rapport à ce qui a été façonné que va sortir les idées. Les idées. Donc, si vous avez deux milieux deux personnes qui ont vécu dans des mondes différents, c'est-à-dire une personne a vécu dans un tel pays avec une certaine culture, une certaine religion, et un autre a vécu avec un certain point, dans un autre pays avec une autre culture, une autre religion, on est dans un espace de différence. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes religions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les raisonnements, les idées ne seront pas forcément, je veux dire, a priori, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai bien dit a priori, hein, pas forcément. J'ai dit bien pour forcément parce elles peuvent se réunir, mais parfois elles peuvent beaucoup se diverger parce étant donné que certaines idées vont sortir de certaines choses, de certains milieux et d'autres et, et des idées d'un autre milieu. Donc ça va faire des différences. Quoique toutes les idées sont bonnes dans le brainstorming, toutes les idées sont bonnes. Le tout c'est de parvenir à résoudre, je veux dire, quelques problèmes, notamment dans les sociétés. C'est les sociétés qui utilisent le brainstorming. Donc le brainstorming, c'est donc une méthode de créativité basée autour d'un sujet donné. Et donc elle est basée sur une et une seule règle, c'est l'imagination. C'est l'imagination. On peut dire que l'imagination est au pouvoir. C'est l'imagination qu'on met, on recentre, enfin on recentre même pas, on le met au plus haut. Donc l'imagination est le pouvoir. Voilà. Mais le problème, c'est que il faut un déconditionnement, parce que si vous êtes conditionné, à ce moment-là, vous allez jaillir vos idées par rapport à tous. C'est pour ça qu'il faut revenir à une coquille vide, à voilà. Mais ça n'existe pas une coquille vide, parce que si vous avez une coquille vide, vous ne pensez pas. Donc le tout, c'est de redescendre à l'enfance. Voilà, c'est-à-dire de dire tout ce qu'on veut, mais même à l'enfance, on ne permet pas de dire tout ce qu'on veut, parce que dès le moment où le subconscient et le conscient ne fait pas des filtres, vous pouvez insulter et dire des choses, voilà, mauvaises. Voilà, sortir tout et n'importe quoi, c'est sortir ses obsessions, etc. Et dans un brainstorming, bon, certains vont être dérangés que quelqu'un sorte toutes ses obsessions, alors que je veux dire, ça dérange les autres éléments du groupe. Voilà. Donc le tout, c'est pour ça que on peut faire jaillir ses idées, mais en restant, je veux dire, dans un certain cadre, parce que trop sortir d'idées non plus, ça ne va pas, parce que il peut y avoir de la jalousie. Alors, trop sortir d'idées, certains vont trouver ça que c'est bon, il sort trop d'imbécilité, mais donc ça ne me rime à rien de perdre son temps à faire une brainstorming avec des imbécilités qui nuisent. Mais c'est vrai que brainstorming permet tout et n'importe quoi. Et donc ça peut créer des conflits au niveau voilà, comme je vous l'ai dit, il y a d'innombrables conflits qui peuvent jaillir d'un brainstorming. Hein. Je veux dire, il y en a un qui sort trop d'imbécilité, ou alors il y en a qui se mettent trop à rire sur des imbécilités, et d'autres ça ne plaît pas à d'autres. Parce que là rejaillit le conditionnement. Certains ont été conditionnés dans un environnement, je veux dire, sérieux, et d'autres ont l'art de, je veux dire, de prendre tout à la légère et de rigoler sur tout et n'importe quoi, ce qui ne plaît pas à celui qui est trop sérieux. Donc là, on a le problème, la disparité la différence des comportements et des psychologies. Donc, certaines psychologies, ça va pas plaire à certains, d'autres ne vont pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Et je veux dire, dans une réunion, et voilà, certains vont faire jaillir des choses que, bon, ça ne peut pas plaire à d'autres. Voilà. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent jaillir, qui ne peuvent pas plaire à d'autres. Donc ça veut dire que, bon, vous pouvez tout sortir, mais à un moment donné, il faut faire aussi mettre des filtres. Hein. Quand vous voyez que d'autres personnes commencent à, à s'énerver parce que vous racontez des bêtises, je veux dire, ça ne fait pas rire tout le monde, hein, parce qu'on peut sortir des choses, il y a des choses qui vont vous faire rire, mais en plus de ça, brainstorming, c'est pas de la comédie, hein, on n'est pas là pour faire rire les gens, bon, même si ça peut faire rire certaines choses, mais on n'est pas là pour rire aux éclats, que ça va pas plaire à d'autres personnes. Alors, donc je vous ai dit que c'est une méthode de créativité, voilà. Le but, c'est de produire beaucoup d'idées dans un laps de temps court, tout en restant, je veux dire, voilà, je ne veux pas dire dans le pur sérieux, parce que le pur sérieux, ça n'intéresse pas tout le monde non plus, parce que je veux dire, il y a des gens, une réunion trop sérieuse, pour eux, ça va passer comme, je veux dire, une lettre à la poste, mais une lettre à la poste, mais pour d'autres, non. Il y a des gens, ils n'aiment pas les réunions sérieuses.
Voilà, il y en a, ils aiment bien un petit peu, voilà, un petit peu, voilà, de l'ironie. euh, pour autant que je veux dire, il y a un respect dans l'ironie et que ça ne blesse pas d'autres personnes. Alors, donc comme je l'ai dit, on va essayer de produire par la créativité, produire beaucoup d'idées dans un laps de temps très court, et on va exclure tout jugement critique. Hein, on va tenter d'exclure tout jugement critique parce que c'est pas aussi simple que ça. On reste des êtres humains. Bon, il y a des choses que bon, vous allez avoir en face de vous. Vous n'allez pas rester bouche bée. Vous allez rester bouche bée ou certains ne diront rien, mais dans leur esprit, la critique qui a été faite va voilà, énerver certaines personnes. Voilà. Alors, pas de limitation d'expression sous prétexte de morale, de politesse, bien sûr, écoulée et essayer d'enchaîner euh, sur ce que disent les autres. Mais en fait, ça ne va pas comme ça parce que bon, il y a toujours euh, l'expression à un moment donné, il faut savoir la limiter parce qu'on est quand même dans un groupe. Dans un groupe, il faut savoir se tenir. Donc, ce, pas d'imitation d'expression sous prétexte de morale, de politesse, ça dépend. Ça dépend. Bon, je veux dire, ça dépend. Ça dépend. Parce que je veux dire, le but, c'est pas qu'il y ait des histoires qui se passent entre deux individus dans le même groupe, qu'ils en viennent aux mains, parce que, je veux dire, il y a eu un irrespect d'un côté ou de l'autre, ou de part et d'autre. Alors, tout ce qui est dit est écrit. Mais après, il faut, on va dire, trier, organiser, et on va dire rechercher ses idées, son cheminement, etc., etc. Et bien sûr, faire un, comment on appelle ça, en tirer une analyse, enfin faire une analyse et tirer des conclusions, voilà, euh, de tout ça. Bon, le but de la manœuvre, le but de la manœuvre dans le brainstorming, il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui sort de concret parce que ça ne va pas être une cour de récréation non plus. Brainstorming. Bon, alors donc il y a des acteurs qui sont les membres de la réunion. Voilà, les idées ont été mises en place. Il y a une forme de créativité, une forme de voilà créativité. Alors, je vous rappelle que celui qui a inventé ça, il est dans le milieu de la publicité. Hein. Bon, c'est un métier bien défini. Hein. On peut faire ça quand on fait de la publicité sans aucun problème. Bon, là, parfois même il y a des publicités. Je veux dire, il y a déjà des publicités mensongères. Bon, ça veut dire que on peut faire dire n'importe tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc ici, dans brainstorming, si on a fait de la publicité mensongère, ben, ça a permis à des gens de dire n'importe quoi, donc de se libérer de la parole et de dire des mensonges, même des mensonges. On est parti sur des gens qui ont eu une certaine éducation, mais certains ont sorti des mensonges. Ils ont dit, bon, on va faire des idées basées sur un mensonge, et il y a eu de la publicité mensongère, pourquoi pas. Voilà, ben, ils ont tous, voilà. Donc ici, ça a été une libre expression jusqu'à mensongère, ça ne plaît pas. Voilà, à ceux qui découvrent le mensonge, hein. On va dire ça comme ça. Voilà, tant que les personnes n'ont pas découvert le mensonge, ben, ils ne verront pas que c'est un mensonge, donc ils adhéreront à la publicité. Voilà. Bon, alors, ça a été fait dans un milieu bien précis, le milieu publicitaire. Bon, est-ce que ça s'adapte à d'autres milieux? Il faut voir. Voilà. Alors, le tout, donc on émet des idées, et ces idées-là, bon, on met la créativité, les idées, voilà, de ce qui peut être changé, ou de ce qui peut. Donc, dans un but, bien sûr, d'amélioration, dans un but, voilà, bien sûr, de, d'un aspect qualitatif, voilà, d'amélioration des choses. Hein. Voilà, on veut que de la qualité, par exemple, brainstorming, dans la qualité, on peut faire du qualité, on peut faire du brainstorming, c'est adaptable. Il y a des choses qui sont adaptables,
pour le brainstorming, mais pas pour tout. Voilà, parce qu'il y a des entreprises, elles tournent, voilà, on ne demande pas aux gens voilà, de ramener des idées, voilà, c'est le patron qui fait ses idées, hein, voilà, on va dire que c'est comme ça, c'est le patron qui décide, il dit c'est comme ça, ça, comme ça, comme ça, c'est comme ça, voilà, on fera comme ça, comme ça, comme ça, pour ses seul patron et maître, hein, voilà, on va dire ça comme ça, seul, il est le maître à bord, le seul maître à bord, c'est le patron. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément adaptable à tout le monde. Alors maintenant, il y a des patrons qui vont vous dire, bon, on va faire un brainstorming, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Alors, il y a des gens qui vont émettre leurs idées, ben, ils vont vous dire, bon, il faut plus de, de, de papier toilette, je veux dire, pour les toilettes. Ouais. Alors, on se rend compte que les papiers toilettes tournent très vite. Alors ça va embêter le patron parce que ça, il faut rajouter des coupes pour les papiers toilettes. Alors que les papiers toilettes devraient tourner à un rythme normal et il y a quelqu'un qui use trop de papier. Donc la première des choses, c'est à celui qui utilise le papier de ne pas prendre trop de papier toilette. On va dire ça comme ça. Trop de papier toilette. C'est une gestion de papier toilette. Donc s'il y en a un qui vient et prend trop de papier toilette, c'est normal que le papier toilette part trop vite. Et donc, allez dire qu'il faut encore un peu plus plus de papier toilette pour les toilettes, mais il faut voir qui je veux dire, profite du papier de toilette et je veux dire, qui en dépense beaucoup, enfin qui en consomme beaucoup. Voilà. Donc là, aller dire qu'il manque du papier toilette, bon, ça embête le patron et que le patron voit tout de suite qu'il sait très bien qu'il y a quelqu'un qui utilise trop de papier de toilette. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc, aller dire des choses comme ça, il faut du papier toilette, mais ça va embêter le patron. Ouais. Donc, les idées seront les bienvenues euh, pour certains patrons qui permettent un brainstorming, mais d'autres idées seront malvenues. Voilà, malvenues. C'est-à-dire, vous allez dire, bon, on voudrait bien une petite aire de stockage, mais il n'y a pas les moyens pour faire cette aire de stockage. On aimerait bien une aire de stockage pour que les camions, quand ils arrivent, bon, à la place de passer bon, à l'entrée 1, aille plutôt à l'entrée 2 qui est plus libre. Et donc avoir une aire de stockage, par exemple. Voilà. Et donc ça demanderait au patron de goudronner les lieux, de faire une petite aire de stockage, voilà, de ramener du terrassement, et ça coûterait trop cher. Donc ça, le patron il va vous dire non. Il va vous dire non. Il va vous dire non. Voilà. Donc il faut brainstorming, peut-être des petites idées qui améliorent les choses, l'environnement à la va-vite. Hein. Voilà, c'est pas que ça demande des investissements lourds ou voire quelque chose de très très important à modifier. Bon, on peut modifier des petites choses, voilà, euh, sans, sans en arriver à des gros investissements, parce que c'est pour faire un brainstorming que chacun sort des idées ou le patron doit sortir, je veux dire, voilà, pour chaque idée, doit sortir une grande quantité d'argent pour réaliser ben, le patron il va vous dire, écoute, bon, j'ai plus besoin des réunions de brainstorming, allez vous amuser ailleurs, il va vous dire ça. Il va vous dire, écoute, les salles de récréation, c'est fini. À la place de faire vos récréations, vos réunions à telle heure, vous viendrez travailler à la place. Bon, pourquoi pas. Je veux dire, mais c'est pour ça qu'il faut pas. Il faut savoir aussi que le patron, c'est lui qui gère l'entreprise, c'est lui qui est maître à bord. Je veux dire, on peut lui donner bon, des petites idées, etc., etc., mais des petites, mais pas commencer à exagérer dans les idées, où c'est le patron que ça va devenir coûteux pour le patron et qu'il n'a pas, soit un, il n'a pas les moyens, deux, il a autre chose à faire avec l'argent de l'entreprise que de commencer à faire, voilà, des choses qui sont, voilà, demandées. Je vous rappelle que ceux qui font le brainstorming sont des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Donc elles sont pas, en finalité, elles ne sont pas chez elles. Mais elles vivent dans l'entreprise. Elles demandent d'améliorer certaines choses. Donc faire en sorte que, je veux dire, tout se passe pour le mieux pour les ouvriers ou les employés. Mais maintenant, je veux dire, les employés et les ouvriers ne sont pas chez eux. Ils demandent des choses, bon, dans la mesure du possible. Et si ça sied au patron, parce que si le patron n'a pas envie d'entendre voilà, telle chose, ben, il n'y aura pas d'amélioration sur cette chose-là, parce que lui, il a ses raisons. Il a ses raisons. S'il a des raisons pour lesquelles il ne veut pas améliorer ça, par exemple, s'il y a deux ateliers, on demande de casser un mur, euh, parce que, bon, pour mettre en contact l'atelier 1 et l'atelier 2, ben, le patron peut-être ne le fera pas, parce que pour éviter, je veux dire, que les gens se parlent entre eux et qu'ils ne travaillent pas. On va dire ça comme ça. Donc, ouais, il faut casser le mur, parce que, bon, pour qu'on ait en contact avec l'atelier 1, ben, si on casse le mur, le patron il sait très bien que les gens vont commencer à discuter les uns avec les autres, et ça va faire peut-être moins moins de productivité. Donc, il y a des choses qui vont être demandées, ne vont pas être acceptées par le patron. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire, le patron est maître chez lui. Si on fait du brainstorming, tant mieux. Si maintenant, le patron n'a pas envie de brainstorming, il ne le fera pas.
C'est lui qui est maître à bord. Il est maître à bord. Bon, donc il n'a pas besoin des idées pour améliorer, parce que c'est lui qui les améliore. Il sait bien ce qu'il doit faire. Voilà. Maintenant, si on est dans une grande entreprise, bon, on veut améliorer la qualité, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité? Pour autant que ça ne demande pas trop d'investissement, ça sera fait. Dans le cadre de voilà, des normes de qualité, on demande justement assez souvent à faire des brainstorming comme ça pour améliorer, je veux dire, voilà, pour avoir justement, on va dire, pour être coté sur la norme de qualité, hein, pour avoir son, comment on appelle ça, sa certification de qualité ISO. Voilà. Là, à ce moment-là, on va se demander dans l'entreprise, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui sera payé pour la qualité, hein, quelqu'un qui va, et c'est lui peut-être qui va organiser les réunions de brainstorming, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour améliorer la qualité de l'entreprise. Et donc, c'est un responsable qualité. Voilà, j'ai trouvé le mot, c'est un responsable qualité qui, lui, bon, va faire ces réunions-là. Il va faire ces réunions-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour améliorer la qualité de l'entreprise? Et là, bon, on a un responsable qualité. Et là, on aura des réunions de brainstorming. Alors, certains vous diront, bon, moi, pour aller plus vite, j'ai besoin qu'on mette, entreposer les matériaux juste à côté de ma machine, et ainsi de suite. Plutôt que de les mettre là-bas, que j'aille les chercher hein, de là à là, ben, il faudrait une petite aire pour les mettre là, ou en hauteur. En hauteur. Comme ça, j'ai tout qui est à distance. Et je peux travailler directement avec ma machine, voilà, avec voilà, les matières premières, juste à mes côtés. Voilà, et donc, si ça peut se faire, ben, ça se fera. Et donc, le responsable qualité, bon, si ça a été fait, il va mesurer, bien sûr, s'il y a une amélioration, je veux dire, voilà, de la qualité, voilà, voilà, la qualité de beaucoup de choses, hein. La qualité de l'entreposage, la qualité, voilà, du bien-être de la personne à son travail, la qualité du bien-être, donc l'entreposage, le bien-être, voilà, la, euh, on va dire, là, comment on appelle ça là, voilà, le bien-être, beaucoup de choses vont être mesurées hein, grâce au responsable qualité, qui lui fera justement des tables de brainstorming pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et tout ça, bien sûr, c'est de la communication. Alors, maintenant, la brainstorming peut attention que la responsable qualité fera à partir de brainstorming qui est de l'oral, communication orale, ça va devenir de la communication écrite parce qu'il va tout écrire, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, il fera un rapport. Pour avoir une certification ISO, il faut un rapport. Hein, donc, il doit tout écrire sur un rapport. Voilà. Mais maintenant, ça c'est bien. Donc, mais ce brainstorming n'est pas adaptable, je veux dire, suivant toutes les situations. Il y a des gens, ils savent bien ce qu'ils doivent faire. Hein. Vous mettez un chef, le chef, bon, il sait bien ce qu'il faut améliorer. Il y a des gens, ils sont payés pour ça, lui tout seul. Lui tout seul, il est payé pour améliorer, je veux dire, les choses dans l'entreprise. Donc, il ne fera pas de brainstorming. Il ne va pas demander l'avis des autres. Parce que, bon, ses idées suffisent à elles-mêmes. Il est payé pour ça, il a suffisamment voilà, de vue, d'esprit et d'observation pour permettre, je veux dire, étant comme il est payé, ben c'est son job. Donc c'est à lui qui est dédié ses devoirs, tout ce qui ne va pas et de tenter d'améliorer ce qui ne va pas. Au sein de l'entreprise. Donc certains vont faire appel à du brainstorming, d'autres non, parce qu'il y a des personnes autres qui s'attelleront à voir à ce que l'entreprise, tout se passe bien. Je pense au patron, à des responsables qualité, à je veux dire, des responsables payés pour une fonction, de voir s'il y a, voilà, dans l'entreprise, tout tourne correctement. Ouais, il y a des managers, des chefs, il y a toutes sortes, et eux, ils s'occupent, et chacun va s'occuper voilà, de son poste. Si un chef, il a un département, ben, il va s'occuper de son département. Chef 1, département 1, chef 2, département 2, chef 3, département 3. Et à aucun moment,
le chef 1 ne va aller, je veux dire, aller voir ce que fait le chef 3 ou chef 2. Parce que chacun sont payés, je veux dire, pour voir son département et pas pour aller voir le voisin. Chacun va réfléchir à, 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 à des idées pour améliorer, je veux dire, son département et pas regarder le département du voisin. Le département du voisin, on s'en fout. Il y a peut-être un chef au-dessus des trois chefs, chef 1, chef 2, chef 3. Au-dessus, il y a un chef général peut-être, voilà, et qui lui va voir si le département 1, 2, 3 fonctionne correctement. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va aller voir, si le département 1 ne va pas, il va aller voir le chef 1. Le chef au-dessus va aller voir le chef du département 1, c'est-à-dire le chef 1. Donc, on a des chefs et sous-chefs, c'est ça que je veux dire. Et donc, s'il y en a un qui est responsable et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il ira voir le chef supérieur. Voilà, le chef supérieur. Ben voilà, il ira voir voilà, chef 1, chef 2 et chef 3. Et là, bon, on a département 1, département 2, département 3. Alors, chef 1, il s'occupe du département 1, chef 2 du département 2, chef 3 du département 3. Voilà. Et cette personne-là va aller voir le chef 1. Est-ce que il va aller voir si tout se passe bien dans le département 1. Si ça ne se passe pas bien, qui est responsable, c'est le chef 1. Puis il va aller voir, bon, le département du chef 2, voilà, qui s'occupe du département 2. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, c'est lui qui est responsable, c'est le chef 2. Donc le chef ici mettra en demeure le chef 2 d'améliorer les choses. Donc c'est le chef 2 qui va améliorer les choses. Donc il n'y aura pas besoin de brainstorming pour améliorer voilà ce qui ne va pas dans l'entreprise, enfin dans le département 2. C'est au chef 2 qui est payé pour améliorer les choses du département 2. Donc parfois il faut des brainstorming, c'est intéressant, ça peut améliorer certaines choses. Parfois il y a des gens payés pour améliorer les choses. On ne demande pas de faire du brainstorming. Voilà. Alors le tout, comme je vous ai dit, dans un brainstorming, c'est sortir et améliorer les choses. Parce que si vous n'améliorez rien du tout, les brainstorming, vous en faites 1, 2, 3, puis après la troisième fois, c'est fini. Hein. Je veux dire, le patron, il ne voudra plus que vous passiez votre temps, je veux dire, alors que vous devez être occupé ailleurs, à votre poste d'emploi, votre poste de travail. Parce que le brainstorming, si ça se fait dans des heures de travail, ça coûte. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous remercie.